Bonjour Franck Greiner, merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien pour les archives audiovisuelles de la recherche. Vous êtes professeur à l'université de Lille 3, attaché au centre de recherche Attila et au centre d'études de la langue et de la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de l'alchimie spirituelle telle qu'elle a été renouvelée et transformée par la pensée de Carl Gustav Jung. Pourriez-vous nous présenter le contexte historique dans lequel elle s'est développée? Oui, bien sûr. Et avant même de présenter ce contexte historique, je voudrais peut-être essayer de contourner un obstacle qu'on peut appeler épistémologique, c'est-à-dire, et puis définir aussi l'esprit de l'enquête que je vais dérouler à présent sous vos yeux. En fait, mon propos ne sera pas celui d'un ésotériste tenant d'une alchimie spirituelle primordiale, intemporelle, mais plutôt le propos d'un historien des courants ésotériques. Donc, je vais me tenir à distance d'un certain nombre de propos qui alimentent les réflexions de gens comme Fulcanelli, Cancelier au XXe siècle, qui nous disent finalement qu'il y a une alchimie mémoriale, un message intangible qui se transmet de génération en génération et qui passerait comme ça d'adepte en adepte. C'est pas là du tout mon point de vue. Je dis bien, mon point de vue est historique. Donc il s'agira de voir comment un concept relativement mouvant se redéfinit à chaque âge de l'histoire et comment, dans l'histoire de ce concept, celui de l'alchimie spirituelle, Jung va occuper une place intellectuelle importante et jouer le rôle finalement d'un passeur entre une tradition plutôt ancienne et puis ce qu'on pourrait nommer largement le courant New Age, le courant du Nouvel Âge. Voilà, comment ce Jung, psychologue des profondeurs, va faire se rejoindre un courant plutôt traditionnel, d'une pensée traditionnelle, avec quelque chose qui est inscrit actuellement dans l'histoire de la pensée, des mentalités, un mouvement qui est une forme de réaction à la société consumériste et à ses excès. Voilà donc pour, si vous voulez, le cadre intellectuel de ma réflexion. Alors, à présent, si on essaie de mettre en perspective la pensée jungienne de l'alchimie par rapport à ce qui précède. Alors c'est une très longue histoire et forcément je vais faire des coupes sombres dans cette histoire. Il s'agit simplement donc de mettre en perspective. Disons que quand l'alchimie arrive en Europe occidentale au Xe, XIe siècle, certains disent début du XIIe siècle, Xe, XIe siècle de notre ère bien sûr, elle n'est pas véritablement spirituelle. On a affaire à une alchimie plutôt opérative. Alors qu'il y a des précédents chez les Arabes, au Haut-Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, je pense à quelqu'un comme Al-Ghazali, qui tient l'alchimie du côté d'une réflexion spirituelle, voire d'une mystique. Ce n'est pas tout à fait le cas quand on regarde les témoignages, les textes dont on dispose au tout début de l'histoire de l'alchimie occidentale. Et puis les choses vont évoluer, en particulier au XVe siècle. On arrive là véritablement à un tournant. XVe siècle, alors on a là un certain nombre de textes importants. Le livre de la Sainte Trinité, qui est un texte anonyme qui est dédié au margrave de Brandebourg, 1419 pour la date. On trouve dans ce livre très nombreuses imageries d'inspiration chrétienne. Alors, par exemple, le Christ, la Sainte Trinité, la Vierge, et tout cela mis en relation avec des étapes de l'œuvre alchimique, des substances.
Évidemment, ces parallèles ne sont pas anodins, hein. Ils tirent l'alchimie vers un contenu spirituel, vers un contenu chrétien, hein. Alors, de là à dire que le livre de la Sainte Trinité se développe simplement sur un plan spirituel, non. Il y a peut-être là derrière aussi des spéculations qui engagent des modes opératoires, l'accomplissement au laboratoire d'un œuvre. Ça, c'est tout à fait de l'ordre du possible, sinon du probable. À la même époque, parce que ce XVe siècle est véritablement un tournant, mais un tout petit peu plus tard quand même, hein, à la fin de la Renaissance, on est en 1596, je pense, entre de multiples traités, à un traité qui s'appelle le Bref Traité, je traduis de l'italien, où il est discouru moralement de la pierre philosophale, un traité d'un certain Fabio Glissanti. Ben là, on nous dit que l'alchimie a pour objet de rechercher la cause première de l'univers, hein, et que la pierre philosophale, finalement, c'est Dieu. Je vais un petit peu plus loin, hein, que le XVIe siècle pour montrer qu'il y a là véritablement une tendance, hein, qui va toujours en s'affirmant au fil du temps. On se retrouve en 1632 en France, non plus en Allemagne, non plus en Italie, en France, avec Pierre-Jean Fabre qui écrit L'alchimiste chrétien. C'est un texte qui est écrit d'abord en latin, qui a été traduit au XVIIIe siècle, L'alchimiste chrétien. Et qu'est-ce que fait Pierre-Jean Fabre, médecin du roi, alchimiste, hein, qui pratique véritablement une alchimie au laboratoire, il est lui-même, donc il est aussi médecin, eh bien, il développe de manière méthodique un parallèle entre les mystères de la religion chrétienne, tels qu'ils sont surtout définis par le Concile de Trente, et l'alchimie, la doctrine alchimique. Alors donc, il va mettre en relation telle substance, le soufre, avec telle partie de l'anthropologie, l'âme ou l'esprit. Quels sont ces mystères, hein? Voilà, et puis il va entrer dans le mystère de la Sainte Trinité, en mettant en relation ce mystère de la Sainte Trinité avec les relations qui peuvent unir les différentes substances, mercure, soufre, sel, voilà. Donc il va établir un certain nombre de parallèles. Alors, le mot parallèle est intéressant, parce qu'il nous renseigne sur la teneur de cette alchimie spirituelle, hein, telle qu'elle semble se développer entre, disons, le livre de la Sainte Trinité et Pierre-Jean Fabre. C'est une alchimie qui est pas strictement spirituelle, en fait. C'est une alchimie qui se développe sur un mode herméneutique, une alchimie symbolique. C'est-à-dire que les mystères du laboratoire envoient aux mystères de la religion. C'est-à-dire que, finalement, le livre de la création, l'alchimie, sont des support pour une réflexion de type chrétien. Mais ça n'engage pas forcément une ascèse, hein. On est dans le domaine de l'herméneutique ou de la réflexion sur les symboles, ce qui est un petit peu différent. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ce propos, hein, puisque je pense à quelqu'un comme Serge Hutin, qui lui pense qu'il existe une alchimie spirituelle depuis le tout début de l'alchimie occidentale. Bon, mais moi je n'en vois pas véritablement la trace, hein, dans les textes que j'ai examinés. Donc, plus une relation ici entre alchimie et symbolisme. Alors à la même époque, hein, pour parachever un petit peu ce tableau, mais je reviens un petit peu en arrière, en 1614, on a un texte, une confession qui émane de Mystérieux Frères Rose-Croix, où il est question encore une fois d'alchimie, d'une alchimie qui n'engagerait finalement que l'âme ou les mystères du christianisme. C'est un texte qui émane peut-être d'un certain Andreae, hein, Johann Valentin Andreae. Johann Valentin Andreae, dans ce texte rosicrucien, ou Rose-Croix, ne condamne pas l'alchimie matérielle, opérative, celle qui vise la fabrication de l'or, de la pierre philosophale. En fait, il nous dit qu'il existe une hiérarchie entre cette alchimie opérative et une alchimie, il ne dit pas spirituelle, mais une alchimie qui serait intéressée plutôt par les mystères de la création, par la théologie. Hein. Donc, bien sûr, il y a un or intérieur, hein. Il y a un or qui correspond à un plan moral, à l'obtention d'une certaine sagesse, hein, qui est bien supérieur à la réalisation de l'or artificiel dans le cadre du laboratoire. Hein. Alors il y a des passages qui sont remarquables à cet égard, où
on voit l'auteur se manifeste qui se récrie « rien que de l'or hein, rien que de l'or ». Et au-dessus de l'or, il y a la connaissance des mystères de la création qui satisfait une curiosité essentielle et qui conduit progressivement l'alchimiste, vraiment digne de ce nom, de la nature vers la splendeur divine. Voilà, et puis là il y a une image en particulier qui reste accrochée à ma mémoire, c'est l'échelle de Jacob, qui représente finalement cette connaissance alchimique totale, qui nous conduit du haut du ciel vers le fond de la création, et cette échelle de Jacob, sur laquelle grimpent des anges, représente bien ce mouvement qui joint le ciel et la terre. Oui, parce qu'ils montent et descendent. Voilà, donc les anges montent et descendent. Et Jacob a la tête appuyée sur une pierre. Voilà, et Jacob a la tête appuyée sur une pierre et se trouverait peut-être dans la position d'un alchimiste rêveur, là, pour le coup. Voilà, alors on a tous les éléments qui sont là en place, je dirais, au fin 15e, 16e, 17e siècle, pour que naisse une alchimie proprement spirituelle. Elle va naître, je le pense, parce qu'on est encore au stade de la recherche précise, mais il apparaît quand même assez nettement que Jacob Böhm, donc le théosophe allemand, cordonnier d'abord, cordonnier et théosophe, et il apparaît que cet homme, ce grand mystique, a joué un rôle déterminant dans l'émergence de cette alchimie spirituelle. Alors pourquoi ? Parce que son œuvre, comme le montre la thèse d'Alexandre Koyré, qui porte sur la théologie, la métaphysique de Jacob Böhm, montre à quel point il réagit contre les philosophies qui sont purement spiritualistes, qui jouent en fait sur la dualité du corps et de l'âme. Il y a, comme d'ailleurs dans une grande partie de la naturphilosophie allemande, chez Jacob Böhm, la volonté de dépasser ces clivages. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va donner un corps finalement à l'âme, au mystère de l'esprit, en s'appuyant sur un vocabulaire alchimique. Et il y a là, il me semble, le début d'un passage de l'alchimie que je nommais symbolique ou herméneutique vers une alchimie spirituelle, qui considère finalement on peut agir sur cette matière subtile qu'on porte tous en nous, de manière à fabriquer sur un plan intérieur cette fameuse pierre philosophale. Donc il y a un glissement comme ça qui s'effectue du domaine de l'herméneutique et de la symbolique vers un domaine qui est celui de l'expérience intérieure. On peut nommer ça de cette façon-là. Alors, les choses sont très nettes chez l'un de ses disciples. Alors là, de façon évidente, parce qu'elles sont dites tout simplement, je pense à Gichtel. Gichtel, alors je ne me rappelle plus exactement sa date de naissance, mais c'est dans les années 1630 et il meurt en 1710. Ça vous donne une idée. 1638. Voilà, 1638-1710. Donc ce Gichtel, lui, va utiliser le vocabulaire alchimique pour parler de ses expériences mystiques. Il va faire des instruments de son union avec Dieu. Il va utiliser comme instrument l'imagination, la volonté. Il parle de la teinture de son âme, transformé en homme nouveau. Il se transforme en homme nouveau par l'opération magique qu'il impose à l'imagination et la foi. Bon, on a là effectivement une sorte de hiérurgie intérieure, une sorte d'alchimie sacrée qui s'effectuerait dans l'espace de la conscience, et on bascule vers une logique nouvelle. Alors, je vais passer très rapidement sur le XVIIIe siècle parce qu'il est un siècle extrêmement riche aussi, c'est le siècle illuministe. On va trouver encore ce genre de spéculation. Et je vais arriver, me rapprocher en tout cas de Jung, je vais arriver au XIXe siècle. Ce XIXe siècle qui voit un certain nombre d'historiens réfléchir sur l'alchimie pour comprendre ce qu'elle représente, ce qu'elle est. Alors, parmi ces historiens, il y a des gens qui vont jouer un rôle déterminant pour Jung, pour le développement de cette pensée jungienne. Je pense tout d'abord à ce texte d'une femme, Miss Atwood, et de son frère Thomas Sowell, un texte d'enquête sur l'alchimie et son symbolisme, qui nous dit que finalement, l'alchimie n'a jamais été véritablement opérative, sinon pour
les esprits faibles, hein, qui s'en tenaient aux apparences. Derrière ce riche symbolisme, il n'y a nullement, on n'a nullement affaire à la fabrication d'une pierre philosophale réelle. Hein. Tout serait à comprendre sur un plan moral. Hein. En fait, les alchimistes se sont contentés de maquiller un petit peu leurs pensées, hein, pour éviter les foudres de l'Église, parce qu'on sait que l'Église a été régulièrement hostile aux libres penseurs, du mystique, spirituel. Donc il y aurait peut-être là une explication à ce symbolisme alchimique. Hein. C'est un symbolisme qui renvoie de façon cachée à une opération d'ascèse. Alors, ces idées, elles sont exprimées en 1850. Hein. Elles vont être reprises par un officier américain, 7 ans plus tard, 1857, alors avec un nom cinématographique, Hitchcock, hein, Ethan Allen Hitchcock. Alors, Hitchcock ne fait pas grand-chose de plus que ses prédécesseurs. Vous voyez, il produit quand même une sorte d'essai qu'on trouve facilement, d'ailleurs, parce qu'il est en ligne sur Internet, qui est très précis. Hein. Il décrit le symbolisme des alchimistes en montrant, par exemple, que le plomb va évoquer les états les plus ingrats, hein, de l'esprit, et que l'or, ce serait la transmutation de cet esprit, l'or philosophal, ce serait cet état de sagesse qu'on obtiendrait après s'être débarrassé de toutes ces impuretés représentées par les métaux les plus vils. Voilà, entre autres, hein, les opérations de coagulation, donc c'est quand on assemble, quand on unit, les opérations de séparation entre les métaux sont les différentes étapes, hein, d'un œuvre intérieure. Voilà ce que nous dit Hitchcock. Et puis arrive la personne qui va nous intéresser le plus, parce que ce sera le principal inspirateur de Jung. Il s'agit d'Herbert Zilberer. Alors Herbert Zilberer va écrire au tout début du siècle, 1914, un texte qui porte sur la mystique, problème de la mystique. Ça n'a jamais été traduit en français, je ne sais pas pourquoi. C'est un texte vraiment très important, ne serait-ce même pour comprendre l'histoire de la psychanalyse. Herbert Zilberer, dans ses problèmes de la mystique, va parler de l'imagination mystique et va parler de l'imagination alchimique. Hein. Et là, on se tient donc sur on est au niveau de l'épisode qui précède immédiatement l'arrivée de Jung. Alors pourriez-vous présenter plus amplement ce personnage d'Herbert Zilberer? Alors Herbert Zilberer est un personnage assez étonnant, qui est fils d'un journaliste, enfin, d'un directeur d'un grand journal viennois, qui a d'abord été lui-même journaliste sportif, grand sportif, hein, intéressé par tout ce qui était de l'ordre de la philosophie, mais aussi de la parapsychologie, de l'ésotérisme, les courants occultes. Hein. Et Zilberer, qui est un personnage à la culture extrêmement diverse, autodidacte, va s'engouffrer dans la psychanalyse. On est en 1914, au début du XXe siècle, et comme dans une philosophie fascinante pour lui, parce que correspondant profondément, je pense, à sa sensibilité. Il va collaborer avec les psychanalystes de l'époque. Très rapidement, il va écrire un certain nombre d'articles. L'un d'eux, le premier, 1909, l'amène à réfléchir sur les phénomènes hallucinatoires dans leur relation avec le symbolisme. C'est un article qui est publié dans ce qui est la grande revue analytique à cette époque, psychanalytique, le Jahrbuch, hein, Freud est le grand patron, et remarque immédiatement l'œuvre de l'article de ce jeune homme. Hein, et il y voit un complément intéressant à ses propres réflexions sur le rêve. Vont suivre une cinquantaine d'articles, hein, c'est-à-dire qu'on a affaire à un auteur fécond, un auteur important qui marque véritablement l'histoire de la psychanalyse à ses débuts. Parmi ces œuvres et ces articles, un certain nombre portent sur le symbolisme, la mystique et l'alchimie. Donc en 1914 vient ce livre,
problème de la symbolique, problème de la mystique et de sa symbolique. Alors le titre est un petit peu trompeur parce qu'il n'est pas question simplement de mystique, il est question aussi beaucoup d'alchimie, en fait surtout d'alchimie. Pourquoi? Parce que Zilberer voit dans l'alchimie une forme d'imaginaire qui représente de manière exemplaire l'imaginaire mystique. Hein. Voilà, donc tout ça forme un même ensemble. Alors, c'est un livre qui est très inspiré par deux personnalités. En fait, d'abord Freud. Freud, on ne peut pas dire que Zilberer soit le disciple ou le poulain de Freud, mais il est très près de lui. Il est très marqué par ses idées. Alors, du côté de Freud, l'idée que les mythes sont structurés comme le rêve de Freud, et puis on pourrait dire d'un autre grand psychanalyste de cette époque, c'est Abraham, qui a écrit quelque chose qui va dans le même sens. Bon, les rêves, c'est la voie royale, nous disait Freud, qui mène à l'inconscient. Hein. Donc, il étudie les rêves, il étudie le mythe alchimique, la mythologie alchimique, comme si cela fonctionnait comme une sorte de grand rêve, qui nous permettrait de mieux comprendre finalement l'homme sur son versant obscur, la face inconsciente. Alors, du côté de Jung, il y a énormément d'idées, parce que Jung a déjà publié en 1909. Il a formulé un certain nombre d'idées qui vont l'accompagner toute sa vie. Alors, du côté de Jung, on retrouve, c'est assez étonnant, parce que c'est vraiment la préfiguration de ce qui va suivre dans les années 40 chez Jung. On trouve l'idée d'inconscient collectif, parce que Zilberer nous dit que finalement, il y a dans l'imaginaire alchimique comme l'expression d'un symbolisme universel, quelque chose qui nous renverrait à un inconscient commun à tous les hommes. Donc là, il y a quelque chose déjà de très jungien, qui a déjà été exprimé d'ailleurs par Jung. Alors ensuite, il nous dit le mythe, la mythologie mystique et alchimique sont typiquement introvertis. Ça correspond à la personnalité de l'introversion. Ça aussi, c'est un renvoi à ce qu'a écrit Jung sur il a mis en place une typologie où il distingue les extravertis et les introvertis. Donc c'est quelque chose qui vient encore une fois du jardin jungien. Alors, autre fait important, la projection. C'est-à-dire que finalement, alors ça c'est une grande idée aussi sur laquelle il faudra que je revienne sur cette idée, la projection. L'idée que l'alchimiste exprime sans le savoir, à travers son œuvre, un certain nombre de contenus psychiques inconscients. C'est-à-dire que quand il travaille à son œuvre, eh bien, dans les concepts qu'il exprime, à propos de l'évolution de ses opérations, dans sa manière de représenter les réactions mutuelles entre les substances, eh bien, il se projette. Il exprime un contenu psychique inconscient. C'est le phénomène de projection donc, que Zilberer reprend à Jung. Et puis, déjà, mais de façon peut-être un tout petit peu moins marquée, l'idée de l'individuation. L'idée que le processus de l'œuvre alchimique évoquerait une sorte de progrès spirituel. Qui serait comme projeté comme ça dans la matière. Quel a été l'élément déclencheur pour Jung de l'élaboration de sa théorie de l'alchimie appliquée dans la psychologie? Alors, on pourrait croire que l'élément déclencheur est Herbert Zilberer. D'autant mieux que quand on lit Psychologie et Alchimie, quand on se reporte à ces dernières pages, bibliographie, qu'on regarde les sources de Freud, on voit apparaître le nom d'Herbert Zilberer. Or, ce n'est pas exactement le cas. L'élément déclencheur est à trouver ailleurs, du côté d'un des amis de Jung, qui est un sinologue, qui est un missionnaire protestant, qui travaille en Chine, et qui va lui transmettre un livre de taoïste, Le mystère de la fleur d'or. Alors, pour la date, on est en 1928, 1927-1928. D'abord, Jung, lisant ce livre, il trouve une sorte de texte taoïste qui évoquerait un yoga chinois. C'est les termes mêmes qu'il emploie dans sa préface. Et puis, en revenant sur ce texte, il se rend compte qu'il y a des parallèles absolument incroyables à établir entre celui-ci et des traités d'alchimie qu'il a alors entre les mains
et qui lui semble renvoyer véritablement, avec peut-être un habillage symbolique un petit peu distinct, qui lui semble renvoyer au même phénomène. Donc il se dit, c'est un traité alchimique. Alors c'est peut-être faux sur le plan érudit, hein, pour les sinologues, pour les spécialistes de l'alchimie occidentale, mais lui, il est sensible à ces convergences profondes entre les deux textes. C'est un traité d'alchimie. Et à partir de là, il va s'engouffrer véritablement dans cette voie qui est celle d'une quête, une enquête sur le monde de l'imaginaire alchimique, parce qu'il y trouve quelque chose d'extraordinaire, comme un réservoir de l'imaginaire collectif humain, hein, puisque les Chinois et les Occidentaux, finalement, se rejoignent sur le même symbolisme. Il y a là quelque chose de très intéressant pour sa théorie de l'inconscient collectif. Alors voilà, Jung partit dans cette voie alchimique, hein, grâce à ce Richard Wilhelm, hein, pour le nommer, traducteur du Mystère de la fleur d'or, texte taoïste. Oui, qui a traduit également le I Ching, le livre des mutations, enfin un certain nombre voilà, de textes oui, c'est vrai. classiques. C'est vrai. Alors, ensuite, Jung va développer cette inspiration, cette enquête de manière très, très méthodique, très féconde, hein, parce que vont suivre un certain nombre d'ouvrages qui vont l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Hein. C'est assez étonnant. Alors, on peut donner ici quelques repères. Hein. Alors, par exemple, en 1929, il écrit un gros livre sur Paracelse, hein, synchronicité et paracelsisme. 1929, tout de suite après la lecture de ce texte. Vont suivre dans les années 40 des livres qui sont reconnus comme très importants dans son œuvre. Je pense à Psychologie alchimique, sans doute le plus connu, quand on s'intéresse à Jung et à l'alchimie. Alors on est en 1944, si mes souvenirs sont bons. Suivront alors ensuite Psychologie du transfert en 1946, et puis Mysterium Conjunctionis. On est pas très loin finalement de sa mort, hein, de sa date de mort. 1955-1956, Mysterium Conjunctionis, hein, qui est une énorme somme. C'est peut-être le bilan de cette pensée qui essaye de conjoindre alchimie et psychologie des profondeurs. Voilà, donc une production extrêmement importante, alors qui va être difficile bien sûr de résumer en quelques minutes. Hein. Ce que je me propose de faire, là, c'est peut-être d'examiner un certain nombre de concepts centraux, hein, dans cette œuvre, à travers lesquels on va pouvoir découvrir l'originalité de l'approche jungienne de l'alchimie. Qu'est-ce qu'il fait de cela? Comment transforme-t-il ce qu'on a présenté comme une tradition symbolique puis spirituelle? Comment transforme-t-il cela sur le plan psychologique, hein? Voilà, donc ça peut être les questions qu'on va rencontrer dans ce rapide descriptif. Alors, par quoi commencer? Peut-être par le socle même, hein, de cette enquête, par sa matière, hein, le terme est alchimique d'ailleurs, c'est les archétypes. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que trouve Jung à l'intérieur de cet imaginaire? Il trouve les représentants d'un inconscient collectif, les archétypes. Les archétypes, c'est les structures d'un inconscient collectif, hein, qui donnent lieu à un certain nombre d'images. Hein, alors ces images universelles, hein, qu'on trouve dans toutes les civilisations. Jung parle d'éternel féminin, l'image, l'archétype de la mère, l'archétype de l'enfant, du vieillard, anima animus, dont on reparlera. Bon, donc il va découvrir dans l'alchimie un certain nombre d'archétypes. Quand je dis un certain nombre, un très grand nombre d'archétypes qui lui permettent d'enrichir son catalogue, hein, et d'approfondir cette réflexion sur l'inconscient collectif. Alors, autre point important concernant ces archétypes, je dis autre point, mais en fait c'est une illustration. Quand on ouvre psychologie et alchimie, on se rend compte qu'à travers le terme de matière, hein, la matière sur laquelle œuvrent les alchimistes, ils découvrent l'archétype de la mer. Hein. Autre illustration, il développe à la fin du même livre un parallèle entre le Christ et la pierre philosophale.
Il le développe, mais en fait, à l'imitation des alchimistes. Il ne fait que décrire ce qu'il découvre dans les traités. Et il nous dit que c'est là, finalement, une représentation exemplaire de ce qu'il nomme le soi. Hein, le soi, hein, dont on va reparler tout à l'heure. Alors, je poursuis. Autre point important, quand on explore cette pensée, c'est la compensation. Je veux dire que la théorie jungienne même du rêve, de l'inconscient, est largement agie par ce qu'il appelle la compensation. L'alchimie est quelque chose d'extrêmement fécond, finalement, dans l'histoire de l'imaginaire occidental, nous dit-il, parce que c'est une formation compensatoire. Compensatoire par rapport à quoi? Par rapport au christianisme. C'est-à-dire que notre civilisation judéo-chrétienne a joué constamment sur un certain nombre de tensions. En particulier, on sait les soupçons qui pèsent sur tout ce qui est de l'ordre du passionnel et du charnel dans l'univers chrétien. Hein. D'un côté le corps, de l'autre l'esprit. J'exagère, c'est pas comme ça bien sûr chez tous les chrétiens, mais c'est quand même une tendance lourde. Hein, à tel point qu'on a pu parler même de névrose chrétienne. Par rapport à cela, l'alchimie forme une sorte de courant souterrain, c'est comme ça que s'exprime Jung, on utilise des images topologiques, comme ça, un courant souterrain extrêmement riche, où vont, sur le mode compensatoire, se réparer, se compenser ces tensions, ces contradictions, ce manichéisme finalement, parce que l'alchimiste, dans son œuvre, s'efforce essentiellement de faire en sorte que l'esprit et le corps se rejoignent. Il essaye, alors on va revenir un petit peu sur ce qu'est l'alchimie. L'alchimiste essaye de fabriquer une pierre philosophale qui participe à la fois de la matière, mais aussi de l'esprit. À l'intérieur de cette pierre philosophale, il y a un petit peu de l'étincelle de la vie universelle, un petit peu de l'étincelle de l'âme. Il y a une corporification de l'esprit chez l'alchimiste et à l'inverse, une sorte de spiritualisation de la matière. C'est ce que l'alchimiste Gerhard Dorn, sur lequel a beaucoup travaillé Jung, appelle l'unus mundus, un seul monde. Faire se conjoindre en un seul monde ce qui est divers, opposé, disparate, dans le monde banal, le monde quotidien. Donc c'est un travail d'unification, ce travail de l'alchimiste, qui va dans le sens d'une réparation des contradictions et des tensions. Donc effectivement, il y a compensation. Alors, troisième point important, troisième concept important, c'est le concept de projection, sur lequel je voudrais revenir. Alors, la projection, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos d'Herbert Zülberer, consiste à attribuer à un objet des contenus psychiques qui reviennent au sujet lui-même. C'est-à-dire que le sujet, de façon inconsciente, je pense à l'alchimiste, projette sur son œuvre ses contenus qui ne le regardent finalement que lui-même. Alors c'est une première façon spontanée, inconsciente, d'aller dans le sens de cette unification dont je vous parlais. Mais il faut bien sûr aller un petit peu plus loin dans cette projection pour montrer que elle va dans le sens, elle va dans un sens qui n'est pas simplement celui de l'inconscient. Et c'est là que Jung va dépasser Zülberer. Zülberer a tendance à bloquer finalement l'alchimie, soit sur une position qui est celle de la projection inconsciente, soit sur une position qui est celle du symbolisme très, très conscient, qui est développé chez certains alchimistes spirituels. Chez Jung, les choses se jouent dans un clair-obscur, qui est, à mon avis, peut-être plus juste. Clair-obscur, parce qu'il nous dit que l'alchimiste est à la fois inconscient, mais conscient. Alors, comment le montre-t-il? Il le montre en parlant de leur travail solitaire, qui favorise l'éclosion du fantasme, la rêverie, donc l'émergence de valeurs inconscientes, effectivement, au sein de leur travail. Puis il le montre en nous disant qu'il y a quand même, en particulier chez des alchimistes comme Dorn, enfin on est à la fin du XVIe siècle, une sorte de
de mise à distance de ces matériaux inconscients qui va de pair avec une réflexion plutôt lucide. Donc ce qui intéresse Jung, c'est cette sorte de dialectique de la conscience et de l'inconscient. Il y voit quelque chose de remarquable chez les plus grands alchimistes. Pour lui, les alchimistes les plus intéressants sont ceux chez qui se joue cet aller-retour incessant entre la face obscure de leur être, l'inconscient, et puis ce travail de réflexion, de retour sur soi-même, la conscience. Dialectique du conscient et de l'inconscient. D'ailleurs, je dirais que c'est le grand problème de Jung, puisqu'il commence l'histoire de sa vie, on est à la fin de son œuvre, dans Ma vie, en nous disant qu'il a passé toute sa vie à essayer de rendre conscient cet inconscient qu'il portait en lui. C'est-à-dire que c'est un travail d'un retour sur soi et d'une mise à jour de ce qu'on peut porter obscurément en soi. L'alchimiste, c'est cela, de façon exemplaire. Alors, il faut raccrocher à cette dialectique du conscient et de l'inconscient un concept, une méthode thérapeutique que Jung met en place au tout début du siècle. Il s'agit de l'imagination active. L'imagination active. Alors, qu'est-ce que c'est que l'imagination active? C'est une manière pour le psychologue des profondeurs de mieux comprendre ses patients en les orientant vers la pratique des pratiques créatives, la sculpture, la peinture, des jeux. C'est un certain nombre de pratiques qui sont là pour libérer leur créativité et leur inconscient. Cette pratique est complétée par un certain nombre de réflexions, de commentaires, de dialogues, qui fait que finalement l'artiste, le patient, qui est entré dans ce jeu de l'imagination active, va pouvoir réfléchir à ce qu'il agit profondément, dans la spontanéité. Donc c'est une manière de faire dialoguer la création, l'inconscient, la formation de fantasmes spontanés, et d'autre part la réflexion sur soi et la réflexion sur cette création. Voilà. Alors, Jung va, je dirais, alors ça c'est quelque chose peut-être à développer davantage, mais parce que le mot imagination active, il l'utilise finalement assez peu à propos de l'alchimie. Mais il arrive peu à peu, on le voit très bien quand il parle de Paracels, vers l'idée que dans le laboratoire se joue quelque chose qui est très proche de la logique de l'imagination active. On a l'impression finalement qu'on a là des mises au point progressives, des approximations sur un mystère fondamental chez tous les alchimistes, qui les rapproche toujours plus près de quelque chose d'essentiel. Alors, l'imagination active, quel est le support? Cette imagination, c'est pas la sculpture, c'est pas la peinture, c'est l'œuvre, c'est le fait de travailler avec ses mains, c'est le fait de manipuler un certain nombre de produits, et c'est cela qui libère l'imagination. C'est ce qui fait aussi que l'alchimiste rêve sur la matière, comme Bachelard rêvait sur l'eau, la pierre, la terre, les éléments. Alors, il y a cette rêverie élémentaire qu'on retrouve chez les alchimistes et qui entre en dialogue avec leur conscience. Donc l'imagination active, en fait, c'est un concept qui va être surtout développé par une femme, qui est la disciple, la collaboratrice de Jung à partir de 1933, c'est Marie-Louise von Franz, qui va écrire un livre entier sur alchimie et imagination active. Et c'est à elle que reviendra finalement le titre d'avoir découvert, d'avoir utilisé pleinement ce lien entre alchimie et imagination active. Alors, autre point important, au-delà de l'imagination active, il faudrait parler de l'individuation. C'est un concept qui est développé en 1909, si je me souviens bien aussi. 1909, on est au tout début, donc on est bien avant, en tout cas, les réflexions de Jung sur l'alchimie. L'individuation nous renvoie à une réflexion sur la manière qu'a l'individu de se libérer des conditionnements inconscients qui pèsent sur lui et de se séparer du groupe, de découvrir ce qui fait sa spécificité par rapport à ces structures collectives dans lesquelles il s'insère. Alors, Jung va découvrir dans l'œuvre, le grand œuvre alchimique, avec ses différentes étapes,
comme une sorte d'emblème de ce progrès de l'individu vers la découverte de soi-même. Hein. En fait, une sorte de représentation exemplaire de ce processus d'individuation. Hein. On a là véritablement une sorte de support objectif à cette pensée qui se développait sur un plan plutôt abstrait avant cette découverte de l'alchimie. Et je dirais que cette individuation va être comprise de manière de plus en plus dynamique au fur et à mesure que Jung explore l'alchimie. Pourquoi? Parce que l'œuvre alchimique est tendue vers un but obscur, hein, mais elle est tendue quand même vers un but. Cette œuvre a une direction. Alors, cette œuvre est présentée comme comprenant un certain nombre d'étapes. Alors, ça peut être, selon les adeptes, 4, 7 étapes, voire davantage, 12, comme les signes du zodiaque. Alors, Jung est très intéressé par cette façon de partager, présenter les choses. Et il va, dans Psychologie et Alchimie, dans ses écrits sur Paracels, à peu près dans tous ses écrits, en fait, essayer de voir quelles étapes psychologiques recouvrent les différentes étapes de l'œuvre alchimique. On peut les passer en revue, mais très rapidement, parce que ça risquerait de nous retenir longtemps. Tout d'abord, l'œuvre noire. Vous savez que l'œuvre alchimique commence par une sorte de dissolution de la matière. On dissout la matière parce qu'elle est fondamentalement impure, et donc il faut la recomposer. On appelle cela l'œuvre noire. C'est un travail de dissolution. Cette œuvre noire, de façon traditionnelle d'ailleurs, déjà depuis plusieurs siècles, on mettait cela en relation avec des états psychologiques, en particulier la mélancolie. La mélancolie, l'œuvre noire, c'est une sorte de consomption de l'âme aussi. Eh bien, Jung, lui, va nous dire que cette œuvre noire va correspondre à la rencontre avec ce qu'il nomme l'ombre. L'ombre, qu'est-ce que c'est que l'ombre? C'est cette espèce de contenu inconscient qu'on refuse d'intégrer pleinement dans notre propre vie. C'est l'ombre de notre personnalité lucide. C'est l'alter ego négatif, mais qui n'est pas purement négatif, mais celui qu'on rejette, qu'on refoule, et qu'il faut bien affronter à un moment donné pour se réconcilier avec soi-même, avec les différents aspects de notre personnalité. Alors, la confrontation avec l'ombre, ça va être l'œuvre noire. Pour Jung, en tout cas, l'œuvre noire sera une sorte d'accompagnement imaginaire de ce contenu psychique. Et puis, après l'œuvre noire, il y a en alchimie ce qu'on appelle l'œuvre au blanc, l'albédo, nigredo, l'œuvre noire, albédo, l'œuvre au blanc, qui procède d'une œuvre de purification. On mondifie la matière, mundificatio, on la purifie. Alors là, Jung met cela en relation avec cette individuation qui fait que l'individu prend de la distance par rapport à tous les conditionnements inconscients qui pèsent sur lui. Il revient sur lui-même par le biais d'un certain nombre d'analyses, de mise à distance. Voilà. Ensuite, cette rencontre, on peut revenir à cette rencontre avec l'ombre, elle va déboucher naturellement pour Jung avec une sorte de rencontre entre notre personnalité consciente qui représente par l'animus, c'est l'esprit l'animus, et anima qui représente la partie inconsciente, mais aussi toutes les valeurs en relation avec l'émotion, le sentiment. Alors animus et anima, c'est deux principes qui sont fortement sexués. Animus est associé à une partie masculine, virile de l'être humain, et anima à une partie féminine. On voit bien sûr avec la dénomination qui a été choisie. Et il va voir ce dialogue entre animus et anima parfaitement dessiné dans un certain nombre de traités, en particulier dans le Rosaire des philosophes, qui est un traité qui est abondamment illustré, un traité alchimique du XVIe siècle. On y voit célébrer les noces de ce que Jung appelle animus et anima, le roi et la reine pour les alchimistes. Et alors ce mariage entre animus et anima aboutit à la naissance d'un être un petit peu monstrueux, androgynal, un être à deux têtes, qui représente pour Jung une sorte d'élargissement de la conscience, c'est-à-dire une intégration des différentes composantes animus anima
de la personnalité au sein d'une même entité. Hein, donc l'accès finalement du moi à une forme de conscience supérieure. Hein. Alors les alchimistes parlent de rebis, la chose double, hein, pour parler de cela, et pour eux, et sur un plan purement matériel et chimique, il s'agit de la conjonction entre les deux principes opposés du soufre et du mercure. Hein. Mais Jung y voit ses contenus psychiques, hein, puisqu'il est dans cette approche psychologique. Et puis, l'œuvre continue, on arrive à l'œuvre rouge, c'est la phase finale de la fabrication de la pierre philosophale. Alors l'œuvre rouge, c'est l'obtention pour les alchimistes de l'élixir, cette espèce de poudre écarlate qui est censée transmuter les métaux et qui peut aussi donner une longue vie. Hein, c'est une médecine universelle. Alors, cette rubédo, cette pierre philosophale, qui est souvent rapprochée du Christ aussi, est donnée par Jung comme la réalisation d'une forme supérieure du développement personnel. Hein. Alors, il parle du soi. Le soi, c'est un état psychique qui nous conduit un petit peu au-delà du moi. C'est une intégration, cela représente finalement le centre de notre personnalité. Hein, c'est-à-dire un lieu dans lequel l'inconscient et le conscient peuvent se marier de façon harmonieuse. Hein. Et cela conduit l'individu à avoir une vision élargie de la réalité, qui dépasse les contradictions, ou qui les intègre, hein, mais de façon souple. Hein. Donc on arrive véritablement au terme de cette individuation avec l'obtention de cette pierre philosophale. C'est la question que je voulais vous poser justement, oui. Si c'était l'individuation réalisée. Alors c'est l'individuation réalisée que la pierre philosophale. Maintenant, est-ce que la pierre philosophale chez Jung peut s'atteindre très facilement? J'ai des doutes en le lisant, et je crois qu'il en avait aussi, c'est-à-dire que le travail psychologique tel qu'il apparaît à travers son œuvre est un travail presque infini, incessant, et qui ne cesse pas en tout cas... même au dernier moment de notre vie. Oui, c'est un travail permanent. Que... Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sans cesse en devenir, hein, mais dont on peut se rapprocher, bien sûr. Voilà. Donc, pour ces différents concepts de Jung, hein, je les ai tous passés en revue. Il serait peut-être intéressant de passer à cet héritage. Alors donc oui, quelle est la questions. postérité de Jung, que Jung a laissé donc à la suite de ses travaux? Justement, donc je voulais poursuivre par là, c'est-à-dire parler de Jung après Jung, hein, selon donc Jung après Jung. Qu'est-ce que devient cette pensée du jungisme? J'avais évoqué pour commencer cette petite conférence du rôle de passeur de Jung entre cette tradition qu'on peut dire ésotérique, hein, cette tradition alchimique ancestrale, et puis le New Age, hein, c'est-à-dire une sorte de un courant de pensée qui caractérise la fin du XXe siècle, le début du XXIe encore. Donc je vais revenir sur ce point-là pour terminer. Le mieux, c'est... Qui est en marge des religions, c'est-à-dire c'est... Ce courant New Age, est-ce que c'est une redéfinition de la religion? Est-ce que c'est fait? Alors on va en parler chemin faisant, parce que effectivement c'est quelque chose que je voudrais aborder aussi. C'est important de savoir comment situer cela. Et je pense que l'alchimie va nous renseigner précisément, enfin en tout cas à son mot à dire sur la question. Alors après Jung, il y a Marie-Louise von Franz, dont j'ai déjà parlé, hein, c'est-à-dire sa collaboratrice depuis 1933. J'ai envie de dire que c'est un petit peu Jung au féminin, hein. C'est-à-dire qu'elle écrit, elle a consacré toute sa vie à la psychologie des profondeurs et à l'alchimie, et elle est tout aussi féconde que son maître. On peut aller même un peu plus loin, elle a écrit en partie certains livres de Jung, en particulier son autobiographie, qui est aussi un petit peu une biographie, puisque Marie-Louise von Franz l'a partiellement, voire intégralement écrite, si on se fie en tout cas au propos de Jung lui-même. Voilà, donc Marie-Louise von Franz va poursuivre l'œuvre de son maître dans les années 60, 70, 80. D'ailleurs, son œuvre a été traduite en grande partie, je pense presque intégralement en français, en tout cas tout ce qui concerne l'alchimie, par quelqu'un que je vais évoquer immédiatement, Étienne Perrault, hein, qui est peut-être
le grand représentant de Jung en France dans les années 70, 80, 90. Hein. Quelqu'un qui a basculé véritablement dans l'alchimie après avoir fait une carrière dans l'administration près de De Gaulle. Et qui s'est tellement passionné pour l'œuvre de Jung qu'il a appris l'allemand, qu'il l'a traduit et qu'il l'a commenté jusqu'à d'ailleurs développer une ligne de pensée qui était un petit peu distincte de celle de Jung, puisqu'il va aller davantage dans le sens spirituel. Hein. C'est-à-dire que très rapidement, Étienne Perrault évolue vers une forme de mystique alchimique, alors que Jung, il faut bien insister sur le fait, c'est toujours défini comme un empiriste. Hein. D'ailleurs, la dimension théorique dans son œuvre est assez faible, hein, et il s'en justifiait par le fait qu'il était avant tout un thérapeute. Hein. C'est quelqu'un qui en plus s'en tient toujours aux faits. Et même si, de façon indéniable, il défend cette sorte de dynamique spirituelle qui traverse toute l'alchimie, il s'efforce toujours de se tenir en deçà de la métaphysique. On lui a fait d'ailleurs de nombreux procès sur le fait qu'il était un peu trop près de la religion et pas assez de la psychologie. Mais c'est peut-être un mauvais procès. En tout cas, Étienne Perrault, lui, se rapproche vraiment de la mystique. Hein, et d'ailleurs, sans aucune hésitation, puisqu'il se définit comme un libre penseur. Il n'a de compte à rendre à personne, il ne fait pas partie d'aucune association. Un petit peu, il a participé avec cette association de la psychologie jungienne, je ne me souviens plus exactement du nom, mais qui se crée en 1969, hein, l'association officielle de la pensée jungienne en France. Donc, il y a donc Étienne Perrault, Marie-Louise von Franz, qui sont, on va dire, les vulgarisateurs de cette pensée. Il faudrait parler aussi de Michel Cazenave, hein. Michel Cazenave qui, lui, n'est pas un grand jungien, mais qui a été directeur et qui est directeur éditorial chez Albin Michel et qui a favorisé, qui a lancé la traduction en français de toutes les œuvres de Jung, hein, aux éditions Albin Michel. Donc il fait partie de ces vulgarisateurs de la pensée jungienne. Il faut vraiment noter son nom. Alors, au-delà d'Étienne Perrault, de Marius von Franz, de Cazenave, on a des héritiers américains, hein, importants. C'est là qu'on voit à quel point Jung a une postérité vivante. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des psychanalystes, plutôt des psychologues des profondeurs, comme James Hillman, qui développent cette pensée dans des voies thérapeutiques. C'est-à-dire qu'ils soignent, ils comprennent leurs patients avec les instruments de l'alchimie jungienne, ce qui est absolument étonnant. Et James Hillman n'est pas le premier venu, hein. C'est vraiment quelqu'un qui marque la pensée analytique, la psychologie des profondeurs outre-Atlantique. Alors, ces personnes, finalement, se situent dans les parages presque immédiate de la psychologie des profondeurs, de la thérapeutique, de la psychiatrie, bon, mis à part Étienne Perrault, encore que. Mais il faudrait évoquer aussi d'autres noms qui nous rapprochent du New Age. Hein. Alors j'en évoquerai deux. Par exemple, quelqu'un comme Jacques Vigne, qui est intéressé par les courants spirituels, en particulier bouddhiques, par tout ce qui est indien, d'Inde, hein. Deepak Chopra, hein, qui est l'auteur d'un certain nombre de best-sellers, qui est le fils, je crois, de l'ancien médecin de Gandhi, et qui, après avoir fait une carrière en psychiatrie ou en médecine, en tout cas une carrière tout ce qu'il y a de plus orthodoxe, a évolué de plus en plus vers le développement personnel pour produire un certain nombre d'ouvrages très marqués par le mouvement New Age californien. Ils sont devenus des best-sellers. Alors, ces deux-là ne se réfèrent pas forcément à Jung de manière constante, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir paraître, comme ça, au détour de certains de leurs chapitres, une influence diffuse, presque inconsciente finalement, de cette pensée jungienne. Alors, Vigne, dans un livre qui s'intitule « Le mariage intérieur », il parle de cette question finalement des noces intérieures entre l'âme, entre l'esprit et l'âme, animus et anima, va évoquer Jung, en particulier pour commenter le cantique spirituel de Jean de la Croix. Et ces instruments de pensée, là, sont vraiment jungiens. Là, il a vraiment conscience du fait. Il parle des noces chimiques d'animus et anima, hein, pour parler de ce cantique.
Donc on voit à quel point la pensée jungienne a infiltré ces réflexions qui se poursuivent, même sur un plan spirituel et non forcément pas seulement psychologique. Alors chez Deepak Chopra, je pense à un best-seller, La Voix du magicien, vraiment un livre qui s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, qu'on trouve traduit en français aux éditions J'ai lu, aux éditions, dans la collection J'ai lu. On trouve à la fin de La Voix du magicien tout un chapitre sur les différentes étapes de l'œuvre alchimique. Aucune référence à Jung, et pourtant, quand on lit cela, on ne peut pas s'empêcher de penser au processus d'individuation tel que l'a défini Jung. Voilà donc pour vous parler très rapidement de cette fortune jungienne. Alors on pourrait poursuivre, parce qu'il y a en particulier dans la psychologie des profondeurs américaine un certain nombre d'auteurs qui travaillent avec ces instruments de pensée. Alors ce que je voudrais faire pour terminer, c'est me poser la question de savoir pourquoi Jung continue à exister quand même, avec des références à ce qui peut paraître une science un petit peu anachronique, l'alchimie, au début du XXIe siècle. Pourquoi une telle fortune pour quelque chose qui, aux yeux de certaines personnes, apparaît comme une pratique superstitieuse. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de très archaïque dans l'alchimie, c'est vrai, mais aussi quelque chose de très moderne. C'est ce point-là que je voudrais voir pour terminer. Alors, deux choses. En fait, quand on fait le bilan de l'apport de Jung, on se rend compte qu'il fait descendre finalement les concepts des alchimistes de leur empirée métaphysique dans le domaine de la psychologie. Donc au moment où finalement on assiste à une faillite du religieux, où ces repères, qui sont ceux de la métaphysique et de la religion, sont en train de perdre finalement de leur actualité ou de leur crédibilité aux yeux de la communauté scientifique, eh bien Jung continue à parler d'un objet extrêmement archaïque, l'alchimie, mais en transportant finalement sa réflexion sur un terrain qui est celui de l'empirisme, de la psychologie. Donc il y a quelque chose de très rassurant pour beaucoup d'esprits dans le fait de voir discuter des choses de manière aussi positive, voire aussi positiviste. Donc ça, je dirais, c'est le premier rapport de Jung. Il montre qu'il existe une actualité de l'alchimie parce qu'elle n'intéresse pas simplement un certain nombre de concepts abstraits, voire fumeux pour certains esprits, mais qu'elle intéresse finalement l'homme dans son intériorité, dans son fonctionnement psychique intime. Donc il y a quelque chose qui rénove en quelque sorte cette alchimie. Puis deuxième point, qui me semble aussi en accord avec notre modernité, à la différence d'un savant positiviste, Jung ne se contente pas de nous dire ben voilà, l'imaginaire alchimique est le reflet d'un certain nombre de complexes qu'on porte à l'intérieur de nous. Il ne se contente pas simplement de cela. Il nous dit, par ailleurs, qu'il existe une sorte de dynamisme spirituel, il n'utilise pas ce mot, mais on peut l'utiliser. Il existe au creux de l'homme, au fond de l'homme, une forme d'aspiration spirituelle dont l'alchimie rend parfaitement compte. Alors ce processus d'individuation, représenté par les étapes du grand œuvre, nous renvoie à une forme de psychologie spirituelle, c'est-à-dire une sorte de mouvement d'aspiration nostalgique à quelque chose de plus grand, le soi, qui serait inscrit au fond de nous. Et là encore, il est moderne. Il est moderne non pas parce qu'il est spirituel, mais il est moderne parce qu'il situe cette pensée spirituelle en dehors de tout cadre religieux, en dehors de tout cadre institutionnel. C'est-à-dire que la spiritualité relève de la psychologie. Et ça, c'est au moment où on assiste justement à une crise de l'Église, à une crise de l'institution religieuse de façon large, je parle surtout pour l'Occident, on se rend compte à quel point l'alchimie est en phase avec notre actualité. C'est-à-dire qu'elle représente une sorte de voie de sagesse qui serait offerte à chacun sans aucun dogme. Il suffirait de se tourner vers soi par un effort d'introspection, en quelque sorte, pour découvrir ce dont nous parle la religion, mais en des termes finalement beaucoup plus naturels et beaucoup plus parlants pour la plupart des individus, dès lors qu'ils ne veulent pas se situer dans une tradition religieuse. Voilà. Donc il me semble que la modernité
de Jung se trouve dans ce double mouvement, c'est-à-dire qu'il inscrit cette alchimie dans une psychologie et il maintient quand même une sorte de dynamisme spirituel à l'intérieur même de cette psychologie alchimique. Voilà donc la réalisation en quelque sorte de cette conjonction des opposés qu'il voit se manifester à travers la pierre philosophale. Cette conjonction des opposés, c'est effectivement sa propre œuvre. Et c'est là, me semble-t-il, le secret de son actualité. Franck Greiner, je vous remercie.